Palou, chère maman Anne Mouba-Zenga, honorable, chers camarades militants du Palou, bonsoir. Ce 60e anniversaire du Parti Lumumbiste unifié me donne l'occasion de sacrifier au devoir d'iconoclastie qui incombe à tout patriote congolais. Je parlais du devoir d'iconoclastie qui incombe à tout deux personnalités de notre histoire, Patrice Lumumba et Antoine Gizenga, deux figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation de notre pays. Pour la petite histoire, en 1482, lorsque l'explorateur portugais Diego on en a parlé ici, a débarqué à l'embouchure du Congo, il prétendit avoir découvert ce fleuve comme si c'était dans un désert inhabité que ce majestueux cours d'eau jetait ses écumes dans l'océan Atlantique. Depuis lors, beaucoup de ces drôles de visiteurs européens venaient au Congo en prétextant tantôt la curiosité scientifique, tantôt le prosélytisme chrétien, tantôt la lutte anti-esclavagiste. Mais vous et moi, nous savons de toute évidence que leur principale motivation était mercantiliste et en lien avec des stratégies de puissance. Les autochtones, nos ancêtres, s'aplatissaient devant la force des armes à feu. Et dans quelques rares cas, ils répondaient par une résistance plus ou moins radicale. L'historiographie des peuples noirs d'Afrique retient notamment dans cette dernière catégorie les noms de Donna Béatrice Kimbavita, brûlée vive le 2 juillet 1706 avec son enfant à Eroloulou, dans l'actuel Angola, pour avoir défié la colonisation portugaise. Le prédicateur congolais Simon Kimbangu, condamné à mort, puis gracié et embastillé de 1921 à 1951 à sa mort, soit 30 ans de prison, pour s'être dressé contre la ségrégation raciale érigée en système de gouvernement par la colonisation belge. Et Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, assassiné près de Lubumbashi le 17 janvier 1961. Pour des raisons évidentes, je n'avais pas l'âge. Je n'ai pas côtoyé Lumumba. Mais j'ai eu la chance de fréquenter l'un de ses plus fidèles lieutenants, Antoine Gizenga, le fondateur du Parti Lumumbiste unifié. Que j'ai vu pour la première fois lorsqu'il est revenu des îles via Brazzaville par le Bichimobila. Nous sommes tous allés l'accueillir pour participer à la conférence nationale souveraine. C'est après ma présentation de la déclaration politique générale de notre parti, le MNC Lumumba originel dont le professeur Naïwer a parlé ici, devant la plénière de la conférence nationale, que j'ai eu une première interaction avec ce grand homme, grâce à Thomas Kanza, une autre célébrité de l'indépendance.
Le patriarche Gizenga m'avait dit tout le bien qu'il pensait de mon élocution, mais il me suggéra de parfaire ma connaissance de l'histoire de la décolonisation du Congo auprès de celui qu'il appelait affectueusement mon jeune frère Thomas. Je devins donc un visiteur assidu de la résidence de Thomas Kanza. C'est sur les berges du fleuve Congo, non loin d'ici. Premier universitaire congolais, ancien ministre délégué, ambassadeur donc de Lumumba aux Nations Unies, et M. Kanza me donna quelques détails inédits sur la neutralisation politique et physique du père de l'indépendance qui était à l'ordre du jour à Washington, où Lumumba était considéré comme un dangereux agent communiste par le 34e président américain Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower a noté sur un rapport de la CIA sur Lumumba au pic de ce type. Patrice Lumumba était alors en résidence surveillée dans ses bureaux d'Agombe par l'armée nationale congolaise du colonel Mobutu. Et pour éviter que des sévices corporels lui soient infligés, une unité de casque bleu ghanéen de l'ONU Congo avait été déployée sur les lieux par le colonel ghanéen Joseph Arthur Ankra, sur instruction du président Kwame Nkrumah, avec lequel Lumumba était en très bonne intelligence. M. Kanza avait mené avec succès un lobbying en faveur de son chef auprès de John Kennedy, qui, fraîchement élu président des États-Unis, attendait d'être inauguré le 20 janvier 1961. Grâce à l'entregent d'une dame très respectée aux États-Unis, alors, Mme Eleanor Roosevelt, veuve du président décédé Franklin Delano Roosevelt, Kennedy s'était engagé à mettre fin aux ennuis de Lumumba dès son installation à la Maison-Blanche. Ne pouvant parler directement au Premier ministre, dont les communications étaient placées sous écoute, Thomas Kanza en avait informé le président Kwame Nkrumah, qui exhorta par écrit son ami Patrice par un message transmis via un officier ghanéen de l'ONU Congo de rester calme et aussi froid qu'un concombre. En anglais, il avait écrit « Remain quiet and as cold as a cucumber » en attendant l'investiture de Kennedy. Mais le 27 novembre 1960, Patrice Lumumba avait décidé de quitter subrepticement sa résidence pour tenter de rejoindre son fidèle vice-premier ministre, Antoine Gizenga, à Stanleyville, qui s'appelle. On sait comment cette évasion mal organisée, mal préparée se termina. Sa capture, le 2 décembre 1960, son emprisonnement à Tespil, à Zangungu, puis son transfert le 17 janvier 1961 vers le Katanga, où il sera assassiné le même jour, 17 janvier 1961, 3 jours avant l'inauguration de Kennedy. Lorsqu'il deviendra Premier ministre en 2006 du président Joseph Kabila, le patriarche Antoine Gizenga m'a plus d'une fois rappelé ce triste épisode de l'histoire du Congo, parce qu'il trouvait que je ruais trop sur les brancards et qu'il voulait calmer ma réactivité à fleur de peau. Il était intarissable sur le destin tragique de beaucoup de ses compagnons de lutte. Dans son gouvernement, j'étais en charge du ministère des hydrocarbures. Et je me souviens que maintes fois, après mes rapports arides sur les perspectives et les statistiques de la production
production et de la consommation pétrolière dans notre pays. Il congédiait ses collaborateurs et me retenait avec un petit sourire en coin pour, comme il aimait dire, parler de nos petites affaires de l'homombiste. Quelquefois, il évoquait le géopolitologue américain Francis Fukuyama, celui qui avait écrit bruyamment, qui avait célébré bruyamment la chute du mur de Berlin en 1989 comme la fin de l'histoire, en qualifiant Fukuyama d'étourdi.